Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec Alaché et Donald Trump, le président américain, lors d'une conférence de presse aux côtés de Benjamin Netanyahu le 4 février dernier. Revenant sur l'accord de cessez-le-feu à Gaza, le républicain qualifie le territoire palestinien de chantier de démolition. Nous en prendrons possession et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes, affirme, ou du moins renchérit Donald Trump. Prise de contrôle de Gaza par Washington, menace de nettoyage ethnique. Les propos de Donald Trump sont-ils une insulte à l'histoire, à l'humanité ou encore au droit international? Nous tenterons de comprendre tout cela dans quelques instants. Et puis, 3 mois après son dernier tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron, le président Bola Ahmed Tinubu entame une nouvelle visite en France. Qualifiée de privée, cette visite du président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest revêt une empreinte diplomatique majeure. Elle reste néanmoins diversement appréciée, et ce alors que Paris tente de redéfinir son influence en Afrique. La France peut-elle compenser la perte de son influence au Sahel en consolidant ses relations avec les puissances africaines anglophones? Le Nigeria, première puissance économique et même démographique du continent, peut-il réellement tirer profit de ce rapprochement? Pourquoi maintenant, à l'approche du sommet de l'Union africaine prévu à Addis Abeba du 12 au 16 février prochain? 3 interrogations à mettre également à l'actif de cette émission de Point sur l'actualité. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Il veut prendre le contrôle de la bande de Gaza, et ce alors que nous implémentons d'ailleurs actuellement le cessez-le-feu trouvé du côté du Qatar, et ce grâce notamment à plusieurs pays. Il s'agit du républicain Donald Trump, confirmation faite le 4 février dernier aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. De quoi doit être qualifiée cette démarche de Washington qui, aux yeux de plusieurs observateurs, est une insulte à l'histoire, une insulte à l'humanité ou encore une insulte au droit international. Et puis nous reviendrons également sur la visite en France du président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Deuxième visite en l'espace de 3 mois pour le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La situant justement cette visite dans le contexte, on s'interroge ce soir, pourquoi maintenant, à quelques jours seulement de l'ouverture du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba prévu du 12 au 16 février prochain? De quoi doit-on qualifier ce rapprochement? Le rapprochement d'une France plus que jamais en perte de vitesse au Sahel peut-elle compenser cette perte d'influence en consolidant ses relations avec des puissances de l'Afrique dite anglophone, aux côtés justement de la plus grande puissance économique du continent, qualifiée également de poids démographique important? Il s'agit du Nigeria. Ce même Nigeria peut-il tirer une plus-value de ce rapprochement avec Paris? Voilà autant d'interrogations que nous mettons sur la table aux côtés de nos invités. Linda Larbaoui, vous êtes avec nous. Merci à vous. Bonsoir Linda. Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe de Forum New Media, à vos invités et bonsoir à toute l'Afrique, et je vous remercie de m'avoir invité. Nous vous disons merci Linda, c'est toujours un plaisir de suivre vos analyses sur la situation du côté du Moyen-Orient, et ce alors que nous implémentons d'ailleurs le cessez-le-feu qui jusqu'ici a permis la libération de plusieurs otages de part et d'autre. Henri Atangana, vous êtes également avec nous ce soir, merci à vous. Bonsoir Henri. Micro. Alors, le micro d'Henri. Henri, votre micro reste fermé. Bonsoir, c'est moi. Je disais que c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonsoir à Madame Larbaoui, avec qui je vais partager le plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur Forum Média Africain. Patient Parfum-Toba est également avec nous. À mes côtés sur le plateau en présentiel, le consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir, doyen. Bonsoir Boulangane, le prince Maton. Bonsoir mes amis de l'autre côté, Henri Tangana, Madame Linda Larbaoui et toute la grande galaxie panafricaine, sans oublier
nos valeureux techniciens et merci pour cette invitation. Techniciens, téléauditeurs, téléspectateurs, merci à vous d'être une fois de plus des nôtres. Ce soir, nous démarrons avec la thématique d'accueil. Je le rappelais à l'entame de cette émission, aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président américain Donald Trump a estimé que l'heure était venue pour Washington de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Il faut bien reconstruire le pays et Donald Trump semble déterminé à le faire, même si derrière il y a un autre agenda, celui du déplacement forcé de tous les Gazaouis. On évoque pour l'heure 2 destinations, l'Égypte ou encore la Cisjordanie. À quoi doit être assimilée justement cette démarche du président américain au moment où bon nombre d'observateurs estiment qu'il s'agit d'une insulte à l'histoire, à l'humanité de façon générale ou encore au droit international. Prenons tout d'abord cet élément qui plante le décor. Le 4 février, les États-Unis et Israël ont tenu une conférence de presse conjointe à Washington. Au cours de cette réunion, les dirigeants des 2 pays se sont entretenus sur l'avenir du Moyen-Orient. Le président américain a fait une déclaration choquante, affirmant que les États-Unis aimeraient prendre le contrôle de la bande de Gaza. Le 4 février, les États-Unis et Israël ont tenu une conférence de presse conjointe à Washington. Au cours de cette réunion, les dirigeants des 2 pays se sont entretenus sur l'avenir du Moyen-Orient. Le président américain a fait une déclaration choquante, affirmant que les États-Unis aimeraient prendre le contrôle de la bande de Gaza, nettoyer la région et désamorcer les bombes non explosées et les mines terrestres. Trump a même déclaré que la bande de Gaza pourrait devenir, citation, une rivière du Moyen-Orient à l'avenir. J'envisage vraiment une concession à long terme et selon moi, cela apportera une forte stabilité dans cette partie du Proche-Orient, voire dans l'ensemble du Proche-Orient. Tous ceux à qui j'en ai parlé, ce n'est pas une décision prise à la légère. Tous ceux à qui j'en ai parlé aiment l'idée que les États-Unis prennent possession de ce morceau de terre, le développent et créent des milliers d'emplois avec quelque chose qui sera magnifique et un endroit véritablement magnifique que personne n'imagine. Au cours de la rencontre, Donald Trump a témoigné son soutien aux militaires israéliens qui, citation, ont combattu l'ennemi avec courage et a fait part de son intention de continuer à coopérer avec Israël pour détruire le Hamas. Quant au sort des Palestiniens, le président américain a indiqué sa volonté de les réinstaller dans d'autres pays. Il a déclaré qu'il persuaderait l'Égypte et la Jordanie d'accepter plus de réfugiés palestiniens. Alors, à mon avis, la Jordanie et l'Égypte vont accepter les Palestiniens. Je sais qu'ils en ont parlé avec vous. Ils disent qu'ils n'accepteront pas. Moi, je dis qu'ils le feront. Et je pense que d'autres pays en accepteront aussi. À mon sens, Gaza est une sorte de chantier de démolition en ce moment. Si on regarde Gaza, il n'y a presque plus de bâtiments qui tiennent debout. Et pour ceux qui vont s'effondrer, on ne peut pas vivre à Gaza maintenant. Je suppose qu'on a besoin d'un autre emplacement. Je crois que ça doit être un site qui rendra les gens heureux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est le premier dirigeant étranger à avoir visité la Maison-Blanche depuis l'investiture de Trump. Bien entendu, Netanyahou a approuvé les projets pharaoniques du chef de l'État américain et l'a qualifié, citation, de plus grand ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. Comme nous en avons discuté, Monsieur le Président, afin d'assurer notre avenir et ramener la paix dans notre région, nous devons terminer le travail. Israël a 3 objectifs pour Gaza: détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, obtenir la libération de tous nos otages et faire en sorte que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Israël terminera la guerre par la victoire. La victoire d'Israël sera la victoire des États-Unis. Non seulement nous gagnerons la guerre en travaillant ensemble, mais nous restaurerons aussi la paix. Grâce à votre leadership, Monsieur le Président, et avec notre collaboration, nous forgerons, j'en suis convaincu, un avenir brillant pour notre région et porterons notre grande alliance à des sommets encore plus élevés. Je vous remercie. Comment la partie palestinienne et ses alliés ont-ils réagi? Naturellement, les représentants du Hamas ont été indignés par les déclarations de Trump. Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a déclaré qu'il s'agissait d'une recette pour créer le chaos dans la région. Un autre représentant du mouvement militaire, Abdel Latif Al-Kanou, a dénoncé les propos racistes de Donald Trump. Lors d'une conférence de presse consacrée à
la question palestinienne. Donald Trump a également mentionné l'Arabie saoudite et affirmé qu'elle ne voulait plus d'une Palestine libre et indépendante, ce qui n'a pas manqué de faire sourire Netanyahou. Le ministère des Affaires étrangères saoudien a réagi en publiant un communiqué contestant cette affirmation. Le ministère des Affaires étrangères affirme que la position de l'Arabie saoudite sur la création d'un État palestinien est ferme et indéfectible. Son Altesse royale, le prince héritier et Premier ministre Mohammed Ben Salman, a confirmé clairement et sans équivoque cette position. Les déclarations de Trump sur sa volonté de contrôler Gaza sont ridicules et absurdes. Toute idée de ce genre est capable d'enflammer la région. Nous les considérons comme un projet générant chaos et tension dans la région, car le peuple gazaoui ne permettra jamais la réalisation de tels projets. La réunion s'est terminée aussi vivement qu'elle n'avait commencé. Le Premier ministre israélien a offert à Trump un beeper doré. Une manière peut-être de rappeler au président américain l'opération israélienne de septembre 2024, au cours de laquelle des beepers ont explosé à travers le Liban, faisant des milliers de victimes non seulement parmi les membres du Hezbollah, mais aussi parmi les civils. Le président américain a quant à lui offert à Netanyahou une photo de leur portrait portant l'inscription « Habibi ». Un grand leader. Leader Larbaoui, de quoi doit être qualifiée l'approche de Donald Trump? D'entrée, il traite la bande de Gaza de chantier en démolition et il voudrait en faire la côte d'Azur du Moyen-Orient. Eh bien, écoutez, franchement, je ne sais pas par où commencer, mais je vais commencer par la guerre contre l'Irak et la récupération, bien sûr, des États-Unis de tout ce qui est hydrocarbures dans le Moyen-Orient. Mis à part l'Iran qui résiste, on a commencé par l'Irak, on a terminé avec la Syrie, puisque l'espèce de terroriste là qui est devenu le président de la Syrie, c'est lui qui faisait le gendarme avec les Kurdes au profit des Américains pour qu'ils puissent voler le pétrole et le gaz syrien. Ce projet ne date pas de novembre 2024, c'était le projet déjà de Netanyahou, Sharon, mais des États-Unis, donc l'État profond israélien et américain en 2001. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens sont surpris que Trump nous fasse cette révélation. C'est faux, c'est complètement faux. Il y a eu aussi la guerre de l'Afghanistan qui concernait un gazoduc qui devait passer par l'Iran, arriver en Afghanistan et relier le Pakistan. Donc les États-Unis ont fait cette guerre pour ça. C'était des Saoudiens qui ont fait ce qu'on appelle le 11 septembre, les événements du 11 septembre, mais à l'époque, on a voulu punir l'Iran. Qu'est-ce que ça a à voir, l'Iran, avec des Saoudiens qui commettent des attentats terroristes? Donc, et c'est là où la guerre entre chiites et sunnites a commencé pour occuper les musulmans. Je dis bien les musulmans, pourquoi? Parce que là, nous parlons de la Palestine et nous parlons de la mosquée de l'Aqsa. C'est très important. Poutine lui-même a dit cette mosquée est chère dans le cœur de tous les musulmans du monde. Donc je ne vais pas m'immiscer. Il a refusé de rejoindre les États-Unis dans leur combat. Donc ça, c'est pour expliquer le premier point. Deuxième point, Sharon, en 2005, il décide de quitter Gaza. Mais il quitte Gaza avec un projet. Il a construit un mur, bien évidemment, mais ce mur qui l'a financé, c'est les Saoudiens, les Émiratis, pas le Qatar. Le Bahreïn, vous retirez le Qatar de cette histoire. Et les sociétés qui ont travaillé, c'est des sociétés égyptiennes. Donc déjà là, nous avons des pays arabes, musulmans, qui sont en train d'assiéger Gaza. En 2005, les accords de Camp David ont été revus. On retombe dans les accords de Philadelphia pour un petit peu minimiser la tension des populations musulmanes et arabes. Et tout ça, c'est dans le plan. Et il était question de déménager les Palestiniens déjà en 2005.
Il y a eu le printemps arabe, j'essaye d'abréger, je donne que les points essentiels. Le printemps arabe où Moubarak a été évincé. Pourquoi Moubarak a été évincé? Parce que justement, il avait peur d'avancer dans ce projet. Donc, on a voulu donner le pouvoir aux frères musulmans qui sont la création des Anglais, des Français et des sionistes. Et on a mis Morsi à la place. Morsi a fait une chose à l'époque, il y a eu la guerre justement à Gaza, encore une fois, entre les Palestiniens et les Israéliens, où Morsi a donné un coup de main aux Gazaouis sous la pression de la population. Et c'est là où on décide aussi de retirer Morsi du pouvoir. Il rendait plus service. Et on a ramené Sisi. Première fois que Sisi parle à la télévision, il dit une phrase très importante. Il dit « Je suis là pour que Camp David dure et je suis là pour la sécurité d'Israël ». C'est textuellement, la vidéo existe encore et c'est la presse égyptienne de l'État égyptien qui a filmé cette intervention de Sisi. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui avec ces chefs d'État arabes, c'est des menteurs, c'est eux qui veulent en finir avec un parti musulman, mais qui n'est pas, le Hamas n'est pas dans les frères musulmans. Ils ont fait une annonce officielle en 2016 pour dire nous ne faisons pas partie de la confrérie des frères musulmans. Nous n'avons rien à faire avec eux, ils ne nous concernent pas. Quand vous prenez Hamas, puisque les gens aussi ont découvert après le 7 octobre qu'il y a des églises à Gaza, qu'il y a des chrétiens à Gaza, mais il y a des chrétiens qui font partie de Hamas également. L'avocat de Hamas, qui est un membre fondateur, s'appelle Lévi, c'est un juif qui n'a rien à voir avec le sionisme. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous avez tout un micmac là-dedans où les pays arabes s'immiscent, la Turquie s'est immiscée aussi, l'Iran s'est immiscé aussi, et on se retrouve dans un monde musulman, la bagarre, qui peut récupérer la mosquée de l'Aqsa. Les Saoudiens essayent de récupérer cette mosquée, évincer les Iraniens, évincer également les Turcs, et que ce soit eux qui gèrent, et ils font ce qu'ils font exactement à Médine ou à la Mecque, c'est-à-dire que les musulmans sont tout le temps bannis, ils sont maltraités. Hein. Donc l'État de l'Arabie saoudite qui a normalisé avec Israël, compte pas de conneries, puisque Israël peut profiter de l'espace aérien, l'espace maritime, et les Houthis, ils ont subi justement toute cette normalisation, puisque ces pays-là que je viens de citer, le Bahreïn, l'Égypte, il y a même le Maroc avec eux, il y a les Émirats arabes, par procuration, ils vont mener une guerre contre le Yémen qui refuse la normalisation en 2015. Et c'est qui alimentait, bien évidemment, Israël, mais les États-Unis. On arrive à 2023, le 7 octobre. Que disent les Palestiniens? Ils disent « nous avons fait ce Hamas ». Ils disent « nous avons fait cette opération parce que jeudi », c'est-à-dire ça a été fait la nuit de vendredi à samedi, mais le jeudi d'après, il était convenu que les Israéliens fassent justement une offensive militaire et démolir Gaza comme on a fait. Mais Sisi, son rôle, c'était quoi? C'était d'ouvrir Rafah et de sauver des Palestiniens et les emmener du côté de Sinaï, où il y a déjà 5 millions de logements qui sont prêts. Vous allez sur Google, vous pouvez voir les logements qui sont prêts, financés par les Émirats arabes et financés également par l'Arabie saoudite et le Bahreïn. Donc les logements étaient déjà prêts avant le 7 octobre. Et Sisi était dans le plan. Il y a eu cette guerre, il y a eu tous ces massacres, il y a eu tout ce qu'on a pu voir comme horrible images qui viennent de Gaza, et là c'est toute la communauté arabo-musulmane qui se lève et qui dit non. Aujourd'hui, c'est très délicat pour que l'Arabie saoudite aille vers une normalisation.
et l'Égypte aille vers l'acceptation de Palestiniens et le transfert, et la Jordanie également, parce que ce qu'on nous cache, ce qu'on cache à la presse, c'est toutes ces manifs qu'il y a. Le premier qui a payé le prix, eh ben c'est Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, son peuple s'est retourné contre lui. Il a accepté que le Djoulani rentre à Damas parce qu'il n'a tiré aucune balle contre Israël, alors que Israël bombardait voire 3 fois par semaine. Donc, à chaque fois qu'il y a une guerre en Palestine occupée ou à Gaza, qui est un territoire palestinien également, il y a eu la chute de chefs d'État arabes. À chaque fois, il y a eu la chute. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Toutes les guerres qu'il y a eu. Aujourd'hui, ils ont peur que ça déborde, puisqu'il y a un livre qui s'appelle War, qui est sorti, mais qui a livré les véritables impliqués dans cette histoire, avec des documents. Donc les peuples commencent un petit peu à se retourner contre les dirigeants, et vient Trump pour compléter ce qui était prévu à l'époque où il a fait les accords d'Abraham. Parce que les accords d'Abraham, ce n'est pas juste une normalisation, c'est le transfert des Palestiniens et vider la Cisjordanie, vider Gaza. C'est ça les accords d'Abraham. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et il y a eu une déclaration aujourd'hui de la porte-parole justement des États de la Maison-Blanche qui explique clairement et qui donne les noms des pays que Trump n'a pas cités. Il a dit juste « j'ai discuté avec des personnes ». Eh bien, la porte-parole aujourd'hui a expliqué clairement qu'il n'est pas question que les Américains envoient un soldat, et ce n'est pas aux frais du contribuable américain. Elle explique qu'il y a d'autres pays qui ont mis de l'argent. Eh bien, les pays qui ont mis de l'argent, j'ai cité qui sont, et l'Arabie Saoudite avec les Émirats arabes, ils ont acheté presque tout le Sinaï. Ça a été payé. Donc l'Égypte a déjà touché de l'argent pour ça. Et les autres pays du Golfe, ils ont déjà investi. C'est un investissement. La question palestinienne dérange énormément. On ne sait pas, ça fait plus d'1 siècle, on ne sait pas quoi faire de ce peuple. Ce peuple ne veut pas revenir en arrière. Et ce peuple est soutenu par toute la communauté arabo-musulmane. D'ailleurs, les chrétiens libanais, ils soutiennent Hamas, ils soutiennent le peuple palestinien, les chrétiens irakiens, les chrétiens aussi syriens. Donc, on refuse ce qu'on appelle Israël, quelque chose qu'on a planté dans le cœur du Moyen-Orient, ou le pays du Levant, comme on l'appelait dans le temps, et ça gangrène tout le monde. On veut absolument, les Américains qui ont adopté Israël depuis 1973, ils veulent absolument faire de cette entité l'élément principal et que les peuples doivent accepter. Donc, ils ont trouvé cette idée de rendre Israël le territoire le plus important pour le commerce et pour la sécurité aussi alimentaire, tout ça. Donc, ils ont trouvé cette idée, mais avec l'implication des chefs d'État arabes. Maintenant, je vais finir par une chose. Qu'on ne me pose pas la question, c'est-à-dire les téléspectateurs, ils ne posent pas la question concernant ce qui est la Ligue arabe. La Ligue arabe a été créée par les services secrets anglais et par les Britanniques pour gérer et pour aussi faire attention aux intérêts des Britanniques au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'elle est basée en Égypte et c'était le but et c'est toujours le cas. Donc la Ligue arabe n'a jamais rien fait à part démolir la Libye, la Syrie, l'Irak, le Soudan, et elle ne fera jamais rien pour les arabo-musulmans. Autre chose, c'est que tous les chefs d'État, et le plus important, c'est le Jordanien. Il n'y a pas un pays qui s'appelle la Jordanie. Il n'y a pas. Ça a été créé en 1917 avec ce qu'on appelle la promesse de Belfour pour créer Israël et un pays pour les Juifs. Et la Jordanie, c'est pour que ça fasse tampon entre le reste du monde arabe et puis cette entité. Donc, tout est faussé déjà dès le départ. Alors, les chefs d'État arabes ont toujours été auprès d'Israël puisque leur existence
dépend de cet État. Ils ont été mis en place pour la sécurité d'Israël. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, où le monde arabo-musulman commence à se réveiller par tout ça. Restent les Européens. Les Européens commencent à comprendre qu'il ne faut pas qu'ils cèdent à un changement de carte géographique, puisque sur votre plateau, j'ai déjà expliqué que Trump veut changer la carte géographique pour une domination totale, puisque la domination des États-Unis jusqu'à présent, elle est par rapport à des cartes qui ont été faites, des cartes géographiques, je parle, qui ont été faites par les Français et par les Anglais en 1917 avec Sykes-Picot. Alors on voit déjà les dégâts. Si les États-Unis arrivent à changer les cartes en fonction de ce que eux ils veulent faire avec le Canada, le Groenland, le Gibraltar et puis Gaza, eh bien, croyez-moi que la bataille sera beaucoup plus difficile plus tard. Merci. Merci à vous, Linda. On rappelle que le projet de Donald Trump prend forme de plus en plus, puisque ce jeudi 6 février 2025, il est entré beaucoup plus dans les détails. Il a détaillé son plan sur le réseau Truth Social. Donald Trump parle de la bande de Gaza qui sera, entre autres, transmise aux États-Unis par Israël dès la fin du conflit qui oppose actuellement Israël au Hamas. Il dit ceci: la bande de Gaza sera transmise aux États-Unis par Israël à la conclusion des hostilités. Les Palestiniens auraient déjà été réinstallés dans des communautés bien plus sûres et plus belles, avec de nouvelles maisons modernes dans la région. La population aura la chance d'être heureuse en sécurité. Selon Donald Trump, les États-Unis commenceront ensuite lentement et prudemment la construction de ce qui deviendra l'un des plus grands et des plus spectaculaires développements de ce type sur Terre. Tout ça en collaboration avec des équipes du monde entier. Alors Henri, il veut faire de la bande de Gaza la nouvelle Côte d'Azur du Moyen-Orient. Que répondre justement à ceux qui qualifient cette démarche de diplomatie de choc, de décret, celle qui vise à lancer la foudre à partir de la Maison-Blanche pour voir comment d'autres puissances réagiront, notamment sur la scène internationale? Oui, c'est une façon de voir. Moi, je pense que c'est même plus cynique que ça. C'est plus cynique que ça. Nous avons en face de nous un chef d'État aux États-Unis, dans un pays puissant, c'est-à-dire qu'il a une forte armée, qui n'a même pas la notion de ce qu'on appelle la diplomatie. Il dit des choses avec une facilité déconcertante, avec très peu de culture générale. Le problème, non seulement, c'est déjà que les Américains sont en général très peu cultivés, parce que c'est par nature, mais là on a le saumon, quoi. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'il est riche. Et vous prenez un chef d'État comme ça, vous le mettez en France, vous savez... Chirac était considéré par les Français comme peu cultivé, alors qu'il n'y a même pas photo entre Jacques Chirac et Donald Trump, mais il est juste riche. Voilà, c'est à ça qu'on assiste. Parce que quand on utilise des mots comme la déportation en plein 21e siècle, déportation en plein 21e siècle, si ça avait été des Juifs, personne n'aurait osé utiliser ce mot-là. Je dis bien personne. Nous sommes en plein 21e siècle. C'est-à-dire que la déportation des Juifs depuis l'Europe vers les camps de concentration, il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a eu les déportations chez nous, en Afrique, on a les décolonisations. Ah oui, il faut bien savoir que nos villages que vous voyez au bord des routes, pendant les luttes coloniales, on allait nous déporter, on nous mettait dans les camps de concentration auprès des routes. Ne prenez pas ce que Donald Trump dit à la légère. La destruction de la bande de Gaza, c'est programmé depuis. Ne pensez pas que c'est un événement mineur qui vient d'arriver là. C'est programmé. Et il vous dit quoi? Il vous dit qu'il va construire, ils auront des maisons propres. Ah tiens, Monsieur Nguéné, est-ce que vous savez combien de millions de sans-domicile fixes il y a aux États-Unis? Je dis bien des Américains qui dorment dans la rue. Ils n'ont pas une tente pour dormir. On parle de millions d'Américains. C'est la désolation. Attends, ils ne construisent pas des maisons confortables pour eux. Et le mec, il va nous expliquer
qu'il va aller construire, je ne sais plus quoi, Côte d'Azur, dans la bande de Gaza. Et tout le monde croit ça. Il va leur produire du travail. Ah tiens, il n'arrive pas à produire du travail aux Américains. Il est obligé de jouer à coups de hausse d'impôts. Il n'arrive pas à faire concurrence aux Chinois. Mais il va aller produire du bonheur à la bande de Gaza. Ah tiens, vous pouvez me dire quel est le pays américain que les États-Unis ont construit? On produit le bonheur ou ils ont fait tout ce qu'ils racontent là? Ou bien ce sera la première fois et qu'on devrait leur faire une confiance aveugle? Attendez, on rêve ou quoi? Ça, le président américain ne peut tenir les discours qu'il tient là que parce qu'il est président d'un État puissant. D'où la nécessité d'éviter tout unipolarisme du monde. Est-ce que vous imaginez un seul chef d'État au monde en train de tenir les mêmes discours? Ramener la paix dans la bande de Gaza, déporter les gens construits, c'est-à-dire qu'il va faire le bonheur chez eux. Moi, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas palestinien. Entendons-nous là. Mais il y a quand même des mots qu'on ne peut pas entendre. Parce que quand on a fini d'entendre, dès qu'il aura fini avec la bande de Gaza, à qui le tour? La Cisjordanie. Dès qu'il a fini la bande de Gaza, à qui le tour? On pourrait développer. On pourrait développer ce sujet parce qu'il est beaucoup plus complexe que ça. C'est de se demander, en gros, les États-Unis ont besoin d'Israël, là, depuis la guerre froide, où ils estimaient que c'est l'Israël qui garantissait la présence américaine au Moyen-Orient. C'est depuis la guerre froide. Voilà là où ça vient. Et les États-Unis ont foutu, on peut dire, ont corrompu les Arabes, au point où les Arabes combattent entre eux. Ils ont signé des accords avec l'Arabie Saoudite. Ils ont accumulé les pétrodollars. L'Arabie Saoudite ne sait plus quoi en faire. Comme ils ne savent pas quoi faire de ce papier, ils vont acheter les clubs de football dans le monde, ils investissent dans le monde, ils ne savent même plus quoi en faire. Ils achètent des armes, ils financent les guerres, et ils financent les guerres contre les Arabes. Les États-Unis n'étaient pas les supporters de l'Iran. À l'époque du Shah d'Iran, les mêmes États-Unis ne sont pas retournés contre l'Iran en armant Saddam Hussein. Et Saddam Hussein qui a fait la guerre à l'Iran, armé par les États-Unis. Ce n'est pas le même Saddam Hussein qu'on a mis dans l'axe du mal et qu'on a, avec une lâcheté extrême, assassiné sous nos yeux. On continue jusqu'à Muammar Kadhafi, avec la complicité de Madame Larbaoui a raison quand elle parle de la Ligue arabe. Ça me rappelle souvent les choses qu'on appelle chez nous les CEDEAO, les trucs là. Celui qui ne comprend pas que ce sont des machines créées par les impérialistes pour nous contrôler, mon ami, il faudrait peut-être qu'il se lave les yeux. Ces discours de monsieur, pour sortir par là, de monsieur Trump sont totalement inacceptables pour un esprit libre. Et demandez-vous juste que ce sera à qui le prochain. Heureusement que Poutine est là pour essayer de rétablir l'équilibre dans le monde. L'équilibre dans le monde, je ne sors pas. Voilà. Il avait déjà envoyé des signaux patient parfait d'homme lorsqu'il nous parlait de cette volonté de vouloir agrandir les États-Unis d'Amérique, voulant racheter le canal de Panama. Je pense que les discussions sont d'ailleurs en cours. Il avait parlé du Groenland, mais surtout du Canada. Là, il parle désormais de la bande de Gaza. C'est vrai que l'approche, ou du moins la démarche, n'est pas la même que les autres territoires évoqués jusqu'ici. D'aucuns estiment qu'il s'agit d'une faute. Certains parlent d'une provocation, d'aucuns parlent de la violation du droit international aujourd'hui. Bref, les attitudes ne manquent pas pour qualifier justement cette démarche, ou du moins cette approche de Donald Trump, qui, rappelons-le, s'accompagne tout de même du déplacement forcé des Gazaouis. Est-il réaliste ce projet, patient parfait d'homme, celui qui vise à faire de la bande de Gaza la côte d'Azur du Proche-Orient? Je pense que Trump ne pose pas la question sur ces termes. Est-ce réaliste ou non? Chacun de nous est libre d'avoir son avis. Ouais. Il la pose sous quel angle, la question? D'une amitié affirmée avec le faucon israélien, sur l'angle d'une remise sur la table de la question
d'une civilisation dominante et qui est portée, n'est-ce pas, par ce groupe qui pense justement que tout a été dit dans la Bible. D'ailleurs, vous avez vu, lors de sa prestation de serment, il y a eu la Bible officielle sur laquelle tous les chefs d'État américains prêtent serment. D'ailleurs, il a aussi ramené avec lui la fameuse Bible de sa maman, et sur laquelle il a aussi prêté serment. Ça veut dire beaucoup de choses pour ce genre-là. Donc nous sommes dans une guerre civilisationnelle et on ne peut pas du tout l'ignorer. Donc j'ai fait un post où je disais que dans Donald Trump, il y a de bons, c'est-à-dire des choses qui nous rejoignent. Il y a de moins bons, les choses qui nous laissent un peu baba là, et puis il y a de très 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 haïssable. Ce qui est haïssable, c'est par exemple cette démarche de Donald Trump qu'il essaie de mettre en marche. Les noms dits de Donald Trump, parmi les États où il pense qu'on peut déplacer ces pauvres Palestiniens, il y a aussi des États africains. 2 précisément, qui sont revenus selon les sources sûres de son entourage immédiat. Il s'agit du Maroc, sur qui on pourra faire pression très très facilement sur la question sahraoui. Du Sahara occidental. Voilà. Donc le Maroc est aussi dans les plans, n'est-ce pas, les planches à dessin du grand maître Donald Trump, mais aussi de Somaliland, de Puntland, parce que là aussi il y a un gros problème de cette Somalie qui est divisée en 2, et peut-être ça qui explique la dernière frappe aérienne de l'armée américaine. Qui dit avoir ciblé des groupes armés terroristes du côté de la Somalie. Donc voilà 2 angles déjà où il espère implanter ces Palestiniens. La question du droit international n'intéresse pas beaucoup Trump. Il se fout pas mal du droit international. Parce que les déclarations de Trump, je l'ai dit ici, je le répète, il ne faut pas les prendre à la légère justement. Mais surtout, elles redessine, elle remodèle une nouvelle carte du monde. Et pour pouvoir le faire, il y a la première chose, la force et la puissance qu'il faut avoir. Nous pourrons résister à M. Donald Trump que ceux qui seront capables de se constituer en entité qui vont développer, qui vont architecturer la puissance et la force. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne serez pas sûr d'être à l'abri d'un violent coup de sang de Donald Trump si c'est mal levé, n'est-ce pas, d'un mauvais pied, et de dire par exemple qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire du Gabon une nouvelle base flottante, je ne sais pas quoi, des États-Unis. Qui va l'en empêcher? Qui? Et c'est là où j'interroge les Africains. Parce qu'on voit ce qui se passe. J'ai écouté beaucoup de vos téléspectateurs pendant qu'on débattait quand le génocide des Palestiniens se produisait. Les gens disaient, c'est entre eux là-bas, on n'a pas intérêt à nous occuper de cela. Nous sommes là face à quelqu'un qui ne respecte rien, qui ne respecte aucun traité, aucun accord, aucune loi internationale, et qui vous dit ouvertement que voici ce que je vais faire. Et nous ne devons pas le prendre à la légère. Maintenant, il y a la question des élites. Souvent, je parle de la question du leadership. La plupart des élites arabes ont été totalement corrompues par l'argent des Américains et par la force des Américains. Totalement. Ndab Labaoui a parlé d'une partie de ces élites arabes qui ont été totalement corrompues, comme une bonne partie des élites africaines. Voilà où se trouve le fond de problème. C'est-à-dire que, comme une bonne partie des élites africaines, qui ont continué à ressasser, n'est-ce pas, la doxa impérialiste occidentale comme étant celle qui peut permettre à nos pays de pouvoir se développer, de pouvoir vivre mieux, de pouvoir construire des lendemains qui chantent pour leur jeunesse. Or, c'est faux. C'est totalement faux. Quand vous voyez Trump vous parler des immigrés, comment il les traite, lui-même, c'est un immigré, c'est un Allemand. Les décrets ont déjà été signés à ce niveau, patient. C'est un Allemand, M. Trump. Donc, une fois de plus, ce qui se passe au niveau de Gaza et de la Palestine, je retiens 2 choses. La volonté des gens qui sont puissants, des Américains qui sont puissants, de continuer à faire d'Israël le pont avancé de leur présence dans ces régions riches en pétrole. Vous savez que la transition énergétique, Trump, il s'en fout.
il va continuer, comme il dit, de forer. Alors, quand on parle de forêt, on pense à quoi? Au pétrole. Et quelle est l'une des régions les plus riches en pétrole et en gaz? C'est cette région, n'est-ce pas, du Moyen-Orient. D'ailleurs, au large de Gaza, on a découvert, n'est-ce pas, des gisements gaziers très, très importants. Donc, voilà le projet de Trump. Donc, bon, tout ce qu'il enrobe là, je vais faire de Gaza. On a quand même essayé de tempérer du côté de la Maison-Blanche, patient parfum d'homme, parce qu'il a été violent. En estimant que les folles déclarations de Donald Trump sur cette prise d'ailleurs, ou du moins Washington a tenu à rassurer. Pas $1 appartenant aux contribuables américains ne sera utilisé pour reconstruire la bande de Gaza et la population palestinienne ne sera déplacée que temporairement. On a quand même essayé de tempérer du côté de la Maison-Blanche au lendemain de ces propos polémiques. Non, ils n'ont pas tempéré. D'abord, ils nous confirment... En rassurant également qu'aucun soldat américain ne sera déployé du côté de la bande de Gaza. Les soldats israéliens, c'est les soldats américains. Est-ce que vous savez qu'il y a des soldats américains qui ont participé au combat à Gaza? Oui, mais sur la bannière de l'armée israélienne, donc ça ne veut rien dire. Et au moins, on nous confie une chose, on va déplacer les populations gazaouis. Là, c'est acté. Oui, temporairement. Non, laisse temporairement. On connaît comment le temporaire est définitif. Même dans nos pays, avec les fameuses décisions juridiques, quand on dit c'est temporaire, après ça devient définitif. Premièrement, donc on va les déplacer. Deuxièmement, on dit que ça ne va pas être l'argent de contribuable américain. Mais Trump, lui, n'a pas besoin de l'argent de contribuable américain. Lui et ses amis, Elon Musk et consorts, ils disent qu'ils vont en faire une Côte d'Azur. C'est-à-dire ça va être des investissements privés. Et ils ont largement de l'argent pour pouvoir le faire. Ils n'ont pas besoin de l'argent de contribuable américain. Il n'y aura pas un soldat américain au sommet, Blackwater. Quand... vous parlez des sociétés privées de sécurité. De sécurité, n'est-ce pas? Quand ils sont sur le terrain d'opération, ils ne se présentent pas comme l'armée américaine. Or, ce sont des mercenaires américains. Là, la plupart ont été dans les commandos de l'élite américaine. Donc, vous voyez comment c'est complexe. Moi, la leçon que j'aimerais que les Africains tirent de cette affaire-là, c'est-à-dire on ne peut pas attendre trop longtemps que nos dirigeants enfin se réveillent et qu'ils comprennent. Je prends par exemple le cas de l'Afrique centrale. Je ne comprends pas ce que je joue d'aujourd'hui. Pourquoi en Afrique centrale, les gens continuent d'hésiter quant à la question de la Fédération des États d'Afrique centrale? C'est le début. Pour qu'on commence, nous aussi, à nous mettre en position d'entraînement sur tous les secteurs pour pouvoir demain construire une entité puissante, forte, qui sera tentée de résister à minima aux attaques, n'est-ce pas, et aux prétentions de ce monde unipolaire avec ses élites anglo-saxons comme Trump le fait aujourd'hui. Trump, c'est une chance pour nous. Trump nous dit la vérité de ce qui se prépare dans un think tank et de ce qu'ils ont décidé. Lui nous dit ça comme ça. Donc les gens ne peuvent pas continuer à penser que ce que Trump dit, c'est que ça sort de sa tête. De temps en temps, on peut seulement de mettre du bémol en disant non, mais ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Non, c'est faux. Trump lui vous a déjà dit ce qui va se passer. C'est à vous de vous organiser. Donc je dis si demain, après Gaza, après tout ce qu'on va voir là, c'est-à-dire peut-être qu'on va déplacer les pauvres Palestiniens au Maroc, en Somalie, qu'on décide enfin que bon, il y a trop de désordre, je ne sais pas, à l'est du Cameroun et au niveau de la République centrafricaine, on va déplacer une partie de ces Palestiniens là-bas. Qu'est-ce qu'on aura comme force pour empêcher M. Trump de le faire? Quoi? On aura quoi? Et puis j'entends les gens dire, oh Camerounais, oh Centrafricains, oh je suis fier de ma... C'est des chimères. C'est des chimères cette affaire-là. Donc voilà notre problème. Quand je reviens sur la question de l'unité politique de mon continent, ça semble aérien, hors sol. Mais voilà. Voilà les situations que nous vivons. Et je sors et par là, M. Nguené. Vous avez vu l'attaque de Trump contre l'Afrique du Sud dernièrement? Oui. Sur la réforme agraire. Sur la question de la réforme agraire. Ça veut dire que quoi, son analyse, comme il a à ses côtés M. Elon Musk, qui est né dans l'apartheid. Une minorité blanche qui est marginalisée en Afrique du Sud. Ça veut dire si que on s'en tient, nous pouvons déclencher une opération pour couper une partie de l'Afrique du Sud et faire un État blanc, comme l'État d'Orange en Afrique du Sud. Qui va nous en empêcher? Qui va nous en empêcher? Donc, quand je vois les gens se gloser souvent sur des détails, des petits conflits qu'il y a, alors qu'il y a l'essentiel,
n'est-ce pas, là où nous devons nous aller directement pour enfin donner l'exemple de quelque chose de fondamental qu'on veut faire. Je dis bien là, une fédération des États unis d'Afrique centrale, une fédération des États unis d'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas, ou bien des choses... Peu importe le nom, mais il faudra déjà que nous soyons... Parce que tel que nous sommes là, des petits bantoustans que nous constituons, nous ne serons pas mieux lotis que, mais négativement, que Gaza, que les Palestiniens. Je ne vois pas en quoi nous sommes différents de ces gens par rapport à la capacité de résister vis-à-vis d'une folie de ce monde, des représentants de ce monde unipolaire, comme Trump est en train de nous le faire voir aujourd'hui ouvertement. Et je l'ai écouté, ça descend. Pour sortir doyen. Oui, monsieur Rubio, il va au Panama. Marc Rubio. Il va au Panama, le secrétaire d'État américain. Il a dit oui, on a compris, mais nous allons quand même prendre le canal. C'est à vous de nous faire la meilleure offre. On ne part pas négocier. C'est incroyable. Tout a déjà été décidé. C'est incroyable, c'est quand tout se passer sous nos yeux. Et nous on fait semblant de ne pas voir. On continue de dire les élections vont se passer comme ça, le football a fait ci et ça, etc. Alors que les véritables enjeux sont ailleurs. Si la diplomatie ne marche pas, on sortira la solution forte, estime d'ailleurs du moins l'administration Trump. Alors, Linda, quels enseignements les Africains doivent-ils tirer de tout ce qui se passe du côté du Moyen-Orient, de cette folie de Donald Trump? Nous avons l'impression que le logiciel diplomatique américain reste rouillé au point où il n'a pas encore tiré les leçons des échecs de l'Afghanistan ou encore de l'Irak. Et bien cette fois-ci, il y a un changement. Et je vais expliquer une chose qui est très importante. La différence entre les dirigeants africains qu'on a corrompus, mais les dirigeants arabes, c'est eux qui payent, c'est eux qui financent. Ça, c'est pas un projet d'un mois ou d'une année. Ça, c'est une feuille de route qui date de 1975, quand on a tué le roi Faisal. Kissinger en a parlé dans ses livres, dans 2 livres qu'il a écrits, notamment celui qui s'appelle Diplomatie. J'ai parlé de Bernard Lewis. Bernard Lewis est mort en 2018, je crois, mais c'est lui qui est l'instigateur de cette nouvelle carte. Et cela depuis 1970. Il a quitté le Royaume-Uni pour aller en Israël. Il a pris la nationalité israélienne. Après, il est parti aux États-Unis et le Congrès a adopté ça. C'est une feuille de route. Il faut que les Africains comprennent ça. Nous sommes concernés. Le Soudan, la Libye, l'Algérie, le Mali, tout ça, ce n'est pas l'Algérie qui veut balkaniser le Mali. L'Algérie est ciblée. C'est Bernard Lewis avec un W, c'est un nom anglo-saxon. Regardez, ça c'est pour les téléspectateurs, allez chercher qui est Bernard Lewis, vous comprendrez le mal. Et vous avez Brzezinski qui en a parlé aussi dans son livre Le Grand Échiquier. Donc une feuille de route n'est pas un projet. Et ce que M. Atangana a dit, il a raison, ça travaille sur 50 ans, voire 100 ans. Donc aujourd'hui, l'Afrique est en train de libérer le reste du monde parce qu'il y a une solidarité au niveau de l'UA. Réellement, il y a un travail qui est en train de se faire et nous avançons dans ce sens. La Somalie, par exemple, a été sauvée par rapport à la balkanisation puisqu'ils ont signé avec la Turquie. La Turquie a stoppé ce qu'ils appellent le Somaliland ou je ne sais pas ce qu'ils appellent. Ça y est, les Turcs sont là. C'est eux ils ne sont pas là parce qu'ils aiment les Somaliens ou ils aiment les Africains. Non, c'est la domination de la mer Rouge qui les intéresse. Si jamais les États-Unis s'installent davantage, ils sont déjà en Arabie Saoudite avec leur base. S'ils s'installent encore en Somalie, qu'est-ce que ça va faire? Une domination à 100%. Vous avez le Soudan, c'est la guerre par rapport à la base qu'on a voulu donner à la Russie. Et vous avez Djibouti qui est... ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ont ramené tout le monde pour créer un équilibre. Donc les Houthis qui sont en face, ils donnent un coup de main aux Somaliens.
Il ne faut pas négliger le rôle des Houthis dans tout ça. Ils ont libéré en grande partie la mer Rouge. Donc, les Africains, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de ça? Ils ont déjà tiré la leçon, puisque c'est les Africains qui ont mené une opération contre Israël et ils ont mené aussi toute une offensive au niveau des Nations Unies contre les États-Unis. Et les États-Unis, le seul pays qui a refusé le cessez-le-feu, mais qui a continué le massacre, qui a donné les armes qu'il fallait, qui a tué Hassan Nasrallah, ils ont reconnu tout ça. Donc les Africains sont déjà conscients. Les chefs arabes, eux, c'est une autre histoire. L'Arabie Saoudite, c'est une Arabie, les Saoudiens, ce territoire, c'était Najd et le Hijaz. Ils ont occupé avec des armes. La famille Saoud a massacré 100 000 pèlerins pour s'approprier le territoire de Médine et de la Mecque, et pour laisser les Américains gérer tout ça. Donc c'est une famille de génocidaires. Il n'y a rien qui s'appelle le territoire saoudien ou l'Arabie saoudite. Cette famille, on l'a mise en place pour justement favoriser les Juifs qu'on était en train de rapatrier. La Jordanie a été créée, on a pris un petit territoire de l'Irak, un petit territoire de la Syrie et un grand territoire de la Palestine. 70% des Jordaniens, ce sont des Palestiniens. On a mis un roi, on l'a appelé un roi, il n'était rien du tout, et c'était Abdallah Ier, et on a fait de lui un roi. La même chose s'est passée entre l'Irak et la Syrie, sauf que les Irakiens étaient plus intelligents que les autres. Quand ils ont compris que c'était un sioniste qui travaillait au profit des Américains et des Anglais, ils ont pris ce roi, ils l'ont découpé, lui et sa famille, en morceaux. Le seul qui a pu survivre à ce massacre, c'était la petite fille de ce roi. Et c'était le frère de celui qui a régné en Jordanie, Abdallah Ier, et le roi Faisal. C'était des frères. Après, il y a eu une république en Syrie, une république en Irak. Saddam Hussein n'a jamais été pour les Arabes. Monsieur Atangana avait raison, c'était pour affaiblir l'Iran qui venait de changer de statut du Shah d'Iran, on l'a évincé, donc c'était contre l'Iran qu'on a ramené Saddam Hussein. Après, ils se sont retournés contre lui. Et une fois qu'ils se sont retournés contre lui, il a dirigé ses missiles vers Israël. C'est tout. Mais Saddam Hussein, c'est eux qui l'ont ramené. Si vous parlez, on va parler de Hafez al-Assad. Hafez al-Assad, lui, a fait le coup d'État en 69. C'est la France qui l'a mis en place. Qu'est-ce qu'il a fait en 69 également? Eh bien, il a normalisé avec Israël, ça beaucoup ne veulent pas le savoir, et il a donné le Golan en contrepartie 200 millions de dollars que les Saoudiens ont payés. Les Arabes, eux, ils financent toutes ces guerres contre leur population et ces pouvoirs. Trump l'a bien dit lors de sa première élection, il a dit aux Saoudiens, si je lève le pied et on ne vous protège pas, et ben dans 15 jours, vous ne serez plus là. Et réellement, ils ne seront plus là. Pourquoi? Parce que les peuples sont contre eux. C'est la CIA et le Mossad qui gèrent la sécurisation de ces pouvoirs en place. Tout comme Sisi, qui l'a ramené quand Sisi arrive au pouvoir. Une fois que Morsi était déchu, pourquoi il va dire « je suis là pour la sécurité d'Israël » ? Parce que c'est une vérité. Donc il y a une énorme différence entre les chefs d'État africains qui, eux, sont corrompus et les chefs d'État arabes qui, c'est avec leur argent que les États-Unis financent. Et je vous ai dit, là, je vous ai envoyé deux documents, 2 articles, mais il y a aussi, il faut reprendre sur YouTube ce que la porte-parole des États-Unis a dit. Elle explique clairement que ce n'est pas aux frais du contribuable, réellement, parce que ce sont l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes. C'est ces pays-là qui vont payer, qu'ils ont déjà payé. L'argent a déjà été payé. Donc le transfert, il se fait comme ça. Maintenant, concernant les pays africains,
Oui. Il faut qu'on soit pour sortir, Linda, entre nous. C'est la seule. Les États-Unis ne reculeront qu'en face des peuples. En face à un gouvernement ou un pouvoir, ils ne reculeront pas. C'est quand ils ont des véritables manifs devant leur ambassade et puis des véritables aussi réactions de la part des peuples qui pourront reculer. Mais ils ne vont pas laisser tomber leur feuille de route. Hein. Ils vont essayer d'autres moyens. Donc ça sera eux ou nous. Non, on n'a pas une autre, il n'y a pas une autre solution. Cet impérialisme international ne s'arrêtera pas. Et cet impérialisme est en recul. Pourquoi? Parce que l'Europe, leur allié, est faible en matière première et en énergie. Donc, où est-ce qu'ils vont aller chercher ça? Les pays arabes, ça y est, ils se sont chargés de ça, ça ne leur suffit pas. C'est en Afrique que ça va se terminer. Le nouveau monde, celui qui a donné le coup de grâce à l'ancien monde, c'est Trump avec ce qu'il vient de dire. Il faut qu'il s'approprie Gaza. Mais le nouveau monde qui est en train de naître, c'est en Afrique qui va se jouer. Parce que soit ils vont vers une véritable négociation, un apaisement et travailler d'égal à égal et ils nous fichent la paix une fois pour toutes. On travaille avec les Russes, avec les Chinois, avec l'Iran, avec qui nous voulons. Nous sommes libres de choisir nos partenaires ou bien ça peut aller vers une véritable guerre avec les États-Unis. Ils dominent 2 axes maritimes. Monsieur Parfendom a cité la Somalie, il a cité également le Maroc. Mais pourquoi on néglige l'Égypte? L'Égypte, c'est Syntcom. C'est à travers Syntcom qui domine une bonne partie de l'Afrique. L'Égypte joue un sale rôle. Il ne faut jamais oublier. Ce qui se passe en RDC, ça c'est Jamal Abdel Nasser qui a foutu tout ce que nous vivons aujourd'hui. On n'a jamais pu s'en défaire. Donc l'Égypte n'est pas là pour essayer de rétablir les choses en Afrique. L'Égypte et le Maroc, ce sont 2 axes maritimes. Donc il y a une domination américano-sioniste qui est là et qui empêche l'Afrique de s'émanciper. N'oubliez jamais ces 2 pays. Je ne parle pas des peuples, hein. Je ne parle dans tout ce qui est géopolitique. Quand on aborde les États, moi, c'est ceux qui sont au pouvoir. Donc, il ne faut pas ramener ce que je dis à la population. Merci. Merci à vous, Linda Larbaoui. Et nous venons également de l'apprendre, messieurs, Patient Parfendom, le Canada, qui entre également dans la danse et qui se dit favorable, prêt d'ailleurs à accueillir les habitants de Gaza. Je ne sais pas trop si c'est une façon de calmer les ardeurs de Donald Trump, mais on a l'impression que c'est bien calculé auprès justement des autorités canadiennes. Pour l'heure, avançons dans ce débat. Je rappelle que dans une dizaine, voire quinzaine de minutes, nous allons au standard prendre les réactions. Mais bien avant, parlons de la visite en France. La 2e du genre du président Bola Ahmed Tinubu en l'espace de 3 mois. Il entame donc une nouvelle visite à Paris, qualifiée de visite privée. Ce nouveau déplacement du président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest revêt une empreinte diplomatique majeure, mais reste cependant diversement apprécié compte tenu justement du contexte, du timing, mais surtout des ambitions affichées par Paris qui, plus que jamais, cherche à redéfinir ses relations de coopération avec l'Afrique après la perte de son influence, notamment du côté du Sahel. Le Nigeria peut-il tirer profit de ce rapprochement? Prenons tout d'abord cet élément. Alors que la France redessine sa stratégie sur le continent, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu vient pour une visite à Paris. Cette visite qualifiée de privée intervient avant le sommet de l'Union africaine en Éthiopie du 12 au 16 février. La rencontre revêt néanmoins une empreinte diplomatique majeure au moment où Paris tente de redéfinir son influence en se tournant vers les puissances anglophones du continent. Paris est aujourd'hui en perte de vitesse dans ses anciens bastions d'Afrique francophone, notamment au Sahel. Elle mise désormais sur des partenaires stratégiques comme le Nigeria, première économie et pays le plus peuplé du continent africain. Le rapprochement entre Abuja et Paris, seconde du genre après celle de novembre dernier, relève de l'inédit. En France, Tinubu doit rencontrer son homologue Macron, confirmant ainsi la volonté des 2 pays d'approfondir leur coopération dans divers domaines, notamment la transition énergétique, la défense, l'éducation
et l'innovation. Le renforcement des liens entre Abuja et Paris arrive au moment où la France veut élargir sa stratégie sur le continent en direction des puissances économiques anglophones. Un changement de logiciel selon l'Élysée qui organisera en 2026 le prochain sommet Afrique-France. Alors Henri, au Kenya. nous interrogeons le timing. Pourquoi maintenant, à l'approche du sommet de l'Union africaine, ce sommet qui se tiendra du 12 au 16 février prochain? Mais de façon générale, la principale interrogation que nous mettons sur la table, c'est celle de savoir si la France peut réellement compenser la perte de son influence au Sahel en consolidant ses relations de coopération auprès des puissances de l'Afrique dite anglophone, notamment auprès du Nigeria, reconnu comme étant la première économie du continent, voire le premier pays, ou du moins représentant également un poids démographique important. Oui, nous les Africains, on a un gros défaut en matière de géostratégie. Et surtout quand en face, on a les Occidentaux. Nous n'avons pas les mêmes cultures, parce que les pays occidentaux viennent de plus de cette culture. Ils ont énormément développé la guerre, jusqu'aux guerres qui sont devenues mondiales. Toutes leurs histoires sont des histoires extraordinairement sanguines. Si vous regardez le nombre de guerres qu'il y a eu en Occident, vous tombez par terre. Donc ils ont développé une agressivité naturelle que nous, on ne voit pas. Je me souviens, j'introduisais le sujet là. Quand M. Hollande, et je le rappelle toujours ici, mais les Africains ne savent pas comprendre la portée géopolitique d'une action. Je me souviens quand M. Hollande a pris le pouvoir, François Hollande, la première visite en Afrique, c'était dans quel pays? C'était pas un pays francophone, c'était le Nigeria. Et je me demande toujours pourquoi les géopoliticiens africains ne comprenaient pas. Pourquoi ils ne se sont même pas demandé, mais pourquoi? Deuxième chose, quelques mois après cette visite, Boko Haram attaque le nord du Cameroun. Je l'ai souvent dit sur cette chaîne de plateau. Boko Haram est installé où à l'époque? Comme par hasard au Nigeria. Et l'armée camerounaise, au début, ne peut pas poursuivre Boko Haram sans violer les frontières nigérianes. Goodluck Jonathan est au pouvoir. Je passe le reste. Jusqu'au moment où Buhari prend le pouvoir, va aux États-Unis pour essayer de se faire armer, il revient et déclare dans la presse que ces gens protègent Boko Haram. Il donne aux Camerounais la possibilité de poursuivre Boko Haram dans les frontières nigériennes. À partir de ce moment, on a éradiqué Boko Haram. Et le résiduel de Boko Haram a été éradiqué en collaboration avec le Tchad. Si là, vous ne comprenez pas déjà, c'est qu'il vous faut beaucoup. Et regardez la politique américaine en Israël. On a beau changer des chefs d'État, il y a une continuité. Je suis en train de vous dire ce que vous voyez là entre la France et le Nigeria, ça a commencé depuis sous nos yeux et les géopoliticiens africains ne veulent pas ouvrir les yeux. Depuis le terrorisme qui le finance, le terrorisme, les guerres là en République, au Zaïre, la République démocratique du Congo, ancien Zaïre. Ah, vous croyez que le M23 a des armes comme ça vient du ciel, dans les forêts, les Kalachnikov, les chargeurs, les munitions poussent. Et le M23 prend l'argent où pour payer tout ça? Vous croyez que ce sont les minerais rares seulement qui sont, que les gamins creusent le sol avec les mains pour vendre? Il n'y a que ça qui fait ça? C'est vrai qu'il y a aussi des sociétés qui ont leur sécurité, qui creusent aussi, des sociétés occidentales, qui travaillent là. Personne n'en parle. D'ailleurs, personne ne va en parler. Une célèbre société chinoise que j'ai vue dans un reportage. Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que ce rapport entre la France et le Nigeria, ça fait longtemps que ça a commencé pour des besoins d'énergie, entre autres. Parce qu'il fallait bien diversifier les sources d'énergie. Et c'est ça qui a créé le conflit entre le Maroc et l'Algérie. La lutte entre les transaériens qui devaient amener le pétrole, qui va du Nigeria, soit passant par l'Algérie, soit passant par la côte ouest de l'Afrique. Si vous vous limitez à observer le voyage de M. Tinubu, rien que comme un événement qui vient d'arriver là,
Et ça veut dire que vous êtes aveugle. C'est la continuité de quelque chose engagé depuis longtemps. Bon, maintenant, il y a des faits récents. Les problèmes que le Niger a contre une société chinoise qui a d'ailleurs obtenu que la France gèle les avoirs du Nigeria. D'ailleurs, l'avion dans lequel M. Tinubu a voyagé, c'était un avion qui avait été un avion de cette société chinoise qui avait été saisi par la France et puis qu'on vient de le retrocéder. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres problèmes en dessous qu'on va régler. Est-ce que la France veut se retourner vers des pays en Afrique? Ben oui. Et à nous de nous coordonner pour que ça ne se fasse pas contre nos intérêts, parce qu'encore là, on va nous diviser entre nous pour qu'on se batte. Parce que retrouver un chef d'État nigérien à l'Élysée, alors qu'au Nigeria, Boko Haram prolifère et menace les États du Sahel, le Cameroun et le Tchad. Si vous ne faites pas le parallèle, c'est que vous faites exprès. Je ne sens pas. Les codes d'accès. Patient Parfendom, quelle analyse faites-vous de ce nouveau déplacement du président Bola Ahmed Tinubu? C'est vrai qu'on s'interroge sur la redéfinition des relations de coopération de la France sur le continent. Récemment encore, le président français Emmanuel Macron avait présenté sa nouvelle diplomatie, ou du moins aux côtés de ces diplomates, il avait détaillé sa nouvelle feuille de route dans un contexte marqué justement par cette rupture. Mais on se demande si clairement aujourd'hui les États concernés, comme le Nigeria, peuvent réellement tirer profit de cette nouvelle approche qui nous est brandie de cette façon par Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a cet angle quand même que nous devons regarder avec beaucoup d'attention, parce que de toute façon ce qui se passe, c'est qu'avec la perte des États du Sahel, il y a quand même un certain nombre d'acquis, de sociétés, de projets que la France devait mener dans cet espace-là. La France ne va plus la mener, mais peut-être que certains projets avaient même déjà été financés. Il faut donc un repreneur, que moi je peux qualifier de franchisé. Ça peut être le rôle du Nigeria. Et pour cela, il faut négocier avec les promoteurs de ces différents projets, de ces différentes entreprises, dont certaines existent encore au niveau de l'AES. Et M. Tinubu, un businessman, n'oublions pas, c'est d'abord un businessman avant d'être un homme politique et un président. Et comme la dernière visite, vous avez vu, il n'est pas allé seul. Il est allé avec une délégation d'hommes d'affaires nigérians. L'essentiel de ce que le Nigeria a comme homme d'affaires, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Maintenant que l'AES a décidé de se mettre complètement hors de l'espace d'influence française, mais il y a un certain nombre d'acquis qu'il faudra continuer de gérer, et j'ai l'impression que le Nigeria veut se positionner comme cet acteur-là qui pourra continuer à être dans la consolidation de ses acquis français, mais cette fois-ci pour le compte du Nigeria. Oui, et tout à l'heure, mon ami Henri Atangana nous parlait de la visite de M. Hollande à Abuja. Mais moi, je prends la situation quand il y a eu le conflit entre le Cameroun et le Nigeria pour le contrôle de la presqu'île de Bakassi. Un conflit armé militaire qui a fait beaucoup de morts. Je vais vous dire que j'ai perdu l'un des membres de ma famille dans cette guerre-là. Et on ne se serait attendu, parce que le Cameroun avait signé les accords de coopération avec la France, qui stipulaient sur le volume militaire que si l'un des États est attaqué, l'autre vient mécaniquement, n'est-ce pas, en soutien au pays qui est attaqué. Mais là, nous sommes attaqués par le Nigeria. Le président camerounais tente de faire prévaloir ces accords de coopération militaire. Que répond la France? Attention, nous ne pouvons pas venir à vos côtés dans cette guerre contre le Nigeria, parce que nous avons beaucoup plus d'intérêts économiques au Nigeria qu'au Cameroun. Donc nous ne voulons pas les paix. Donc vous voyez donc l'enjeu économique qui prend le pas
sur les accords politiques qui ont été signés d'ailleurs sur l'instigation de Paris. Oui. Donc, mais là, Paris se débine. C'est le renforcement de ces accords de coopération militaire qui ont été signés depuis des lustres, ou du moins, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Le renforcement, tout simplement, de ces accords de coopération économique qui ont été signés depuis fort longtemps. Oui, les sociétés françaises sont présentes au Nigeria. Oui. La France a perdu l'AES. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un paravent, qui soit capable de reprendre un certain nombre d'acquis français au niveau de l'AES. J'ai pris un exemple. Oui. Dans le patronat nigérien qui avait accompagné M. Tinubu, il y avait par exemple le patron de la banque UBA, n'est-ce pas, qui est l'un des richissimes nigérians. Or, nous savons pertinemment que la communauté, la diaspora, si on peut l'appeler comme ça, de l'AES, en Europe précisément et en France en particulier, elle est très très importante. Je peux prendre par exemple le cas de diaspora malienne. Comment elle va-t-elle faire maintenant qu'on va vers des ruptures totales, n'est-ce pas, entre le Mali et l'AES en général avec Paris? Comment elle va-t-elle faire pour continuer à faire ces opérations, n'est-ce pas, d'envoi sur le plan financier au niveau de leurs pays respectifs? Alors, ils seront obligés de passer par une banque qui va faire la compensation, qui est quoi? Qui est la banque UBA, qui a, pendant ce voyage, a ouvert des bureaux du côté de Paris. Vous voyez comment on reprend, n'est-ce pas, une activité qui était dévolue à la France, mais le Nigeria va reprendre cette activité-là bancaire avec tout ce que vous pouvez imaginer comme avantage. Donc il y a beaucoup de choses. Quoi qu'on dise, il y a une plus-value pour le Nigeria qu'on devrait clairement tirer de... Même le Mania Dangote, qui est considéré comme l'un des Africains les plus riches au monde, il y a beaucoup d'actions et d'activités qu'il sera obligé de mettre en place au niveau des États de l'AES. Mais là encore, en coopération certainement avec certains investisseurs français qui feront partie de ceux-là, c'est-à-dire de l'ensemble des gens qui vont apporter leur financement pour la mise en place de ces opérations. Il faut là aussi assurer, avoir des accords entre le Nigeria et la France par rapport à tous ces montages financiers, de telle manière que les actifs français ne soient pas mis en difficulté, parce que l'AES peut prendre des décisions assez violentes pour les affaiblir. Donc nous sommes encore une fois de plus dans un domaine où en réalité l'économie peut aller à contresens de ce que le politique a décidé, parce que c'est une question d'intérêt. Et quand on parle d'intérêt, il n'y a plus d'amis, il n'y a que les intérêts qui vont prévaloir. Et c'est ça qui est encore l'une des faiblesses de notre continent aujourd'hui. Et il faudra faire très très attention avec ces hommes d'affaires souvent que nous adulons, mais qui ont des intérêts qui sont plus ou moins imbriqués avec des puissances occidentales. Je rigole encore quand j'entends les gens dire: moi je ne veux pas mettre mon argent chez Orange parce que Orange c'est les Français, je préfère prendre une puce MTN. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que comme MTN est aussi coté dans certaines places fortes financières dans le monde, ils ont aussi des actionnaires français dans leur portefeuille. Finalement, que vous prenez MTN et que vous prenez Orange, c'est toujours les mêmes qui finissent par blanc, ramasser, bonnet blanc. Voilà, les marrons du feu. Donc c'est des construits. C'est pour ça que quand je dis vraiment allons voir l'unité politique de notre continent, j'insiste, je dis que commençons même par des unités sous-régionales, parce qu'il faudra qu'on pèse suffisamment pour que nous posons à un pays comme le Nigeria, qui est beaucoup plus dans des affaires business, quand même de certaines logiques politiques pour la consolidation et surtout pour la souveraineté de certains acteurs économiques, n'est-ce pas, et financiers dans nos pays, pour qu'elles soient plus ou moins à l'abri de nos prédateurs, pour continuer à leur donner de l'oxygène, pour qu'eux, en retour, reviennent encore nous combattre par des manières pernicieuses. Donc nous connaissons, et c'est ce que je pense que M. Tinubu tente d'essayer de refaire avec cette visite de plus au niveau de Paris. Mais certainement, les jours qui viendront vont nous révéler avec beaucoup plus de précision ces voyages bizarres de M. Tinubu de manière récurrente en France.
Est-ce un voyage de trop? Le deuxième pour le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, le deuxième en France en l'espace de 3 mois, après justement son tête-à-tête avec Emmanuel Macron au mois de novembre dernier. Et il entame donc officiellement une nouvelle visite qualifiée de visite privée du côté de Paris. Alors, Chance, vous êtes le premier à réagir au standard. Vous avez 2 minutes de temps de parole. Bonsoir à vous. Merci beaucoup, M. Nguéné. Bonsoir à vos invités. Je suis sûr que 2 minutes sera suffisant. Je vais être très précis. Merci à vos invités et votre équipe infatigable. Madame Linda, ma femme est de Seychelles, elle a dit Bichefa. Parce qu'elle comprend votre douleur, elle a dit que oui, vous avez parfaitement raison. Si vraiment la Ligue arabe, soi-disant Ligue arabe ou bien la communauté arabe, aller faire quelque chose. Il n'en a pas fallu à ce que l'Afrique du Sud seulement prenne tout ce relais pour essayer d'amener Israël à ICC, International Criminal Court. Donc, elle dit, elle compatit vraiment Bichefa. Mais de mon côté, moi, je pense que ce que Donald Trump venait de dire concernant Gaza, est-ce que ce n'est pas du smoke screen? Ce n'est pas quelque chose vraiment pour cacher quelque chose de pire qu'ils veulent faire. Et par ça, je vous pose la question sur le plateau. Est-ce que ce n'est pas pour essayer d'avancer l'annexation même de West Bank? Parce que déjà, ils parlent de ça. Je suis sûr que oui, ils veulent aussi prendre Gaza, mais moi, je me méfie beaucoup de ce qui va se passer pour West Bank parce que les attaques se poursuivent et s'intensifient de pire en pire depuis le cessez-le-feu, soi-disant cessez-le-feu vers Gaza. Je ne vais pas prendre la parole tellement. Merci beaucoup à tous. Mais j'espère que le vieux Tinubu là, il ne va pas nous faire vraiment honte d'aller courir en France de tort à travers. Papa, s'il te plaît, reste à la maison. Arrête de nous faire honte, franchement. Ça suffit comme ça. Bonne soirée à votre équipe infatigable et vos invités. Merci beaucoup, M. Nguéné. Bonne soirée également à vos chances de l'Angleterre. Merci à vous. Les thématiques, vous les avez. Aux côtés de nos invités, Donald Trump veut faire de la bande de Gaza la nouvelle Côte d'Azur du Proche-Orient. Un projet dont il a d'ailleurs apporté quelques précisions. Est-il réaliste ou pas ce projet qui n'en est réellement pas un, puisqu'il s'agit d'une feuille de route qui a été pensée depuis des décennies à côté de cette visite à Paris du président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir à mon grand frère Parfait-Don. Bonsoir à M. Atangana. Je suis Bahar Bouba, j'appelle depuis la ville de Gaoundéré. Écoutez, je voudrais d'abord revenir sur la première thématique. Le monde est dirigé par un rapport de force, la violence inouïe. C'est ça que l'Occident impérialiste emploie à l'endroit de ceux qui ne veulent pas être soumis. Les Arabes ont tenté en 1973. Ils ont voulu défendre la Palestine, mais ils ont perdu la guerre en 6 jours. Ils ne pouvaient pas, ce n'est pas question de volonté, c'est le réalisme de la violence. Et si vous voyez les pays comme la Chine, la Corée du Nord, ont pu se maintenir, c'est grâce au parapluie sécuritaire de l'URSS. Sans ce parapluie sécuritaire, il n'y aurait jamais de la Corée du Nord ou de la Chine. L'URSS qui a donc protégé ces pays devrait être démantelé. D'où l'histoire de la guerre froide. Et à la fin donc de la guerre froide, on a voulu donc démanteler l'URSS d'une manière subtile. Heureusement, Poutine est arrivé et il avait l'arme nucléaire. C'est ça qui lui a permis de résister. Le voilà en Ukraine. S'il n'avait pas développé l'arme Oreshnik, je vous assure, on devrait affaiblir la Russie. Voilà. Et si on affaiblissait la Russie, vous avez encore on une minute. Pour 100 ans encore. Monsieur Yao Bouba, vous avez encore 1 minute. Et donc c'est pour dire que unifier tous les 54 pays faibles de l'Afrique contre les Américains, l'union des faibles donne les faibles. Vous allez seulement détruire l'Afrique. C'est le rapport de géopolitique, c'est le rapport de force qu'il faut savoir construire. Nous n'avons pas encore construit ce rapport de force-là. Donc ne reprochons pas à nos dirigeants ce que nous-mêmes à leur place, nous ne ferons pas. Merci beaucoup.
Monsieur Yao Bouba, merci pour votre contribution. Il faut l'unité des rapports de force et pas, entre autres, justement, cette unité qui nous est brandie au quotidien. Merci à vous, Yao Bouba. Je pense que nous avons un autre appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Ok, thank you so much. Monsieur Tigene, salut à toi. Salut Henri. Vraiment, je voulais remercier Maman Linda et le doyen. Monsieur le Prince Guinée, comme j'ai 2 minutes, je vais aller très vite. Vous voyez, il y a quelque chose que Henri a dit, quelque chose qu'ici aux États-Unis, les gens dorment dehors. Ce qu'Henri a dit là, c'est la vérité. Nous-mêmes qui sommes, moi, ce matin même quand je me suis levé aux États-Unis, quand je me suis levé, j'ai trouvé même quelqu'un qui est venu dormir, in my house. Someone who was in, I saw it like, he was sleeping. Je me suis levé, j'ai vu quelqu'un qui dormait. Ils n'ont pas de maison pour dormir. Voilà, ce qu'Henri a dit, c'est la vérité. Et ce que Lynn a dit, c'est la vérité. Mais il y a quelque chose que le doyen, vraiment, il va m'excuser aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec lui. Le doyen, pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi? Les analyses que tu as fait là, et ce que tu fais le Congo là, tu vois que c'est, ça c'est, c'est deux, it's different. C'est la différence. Quand c'est le Congo, on nous dit qu'on le fait la guerre. Voilà le président Netanyahou qui dit qu'il faut terminer la guerre. Mais quand c'est le Congo, on dit non, il faut négocier parce que ce sont des Congolais ensemble, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Mais il faut nettoyer. Si un Congolais prend une arme pour contre le pays, il faut le nettoyer. Vous voyez, c'est que tu parles de négociation. Voilà devant Donald Trump, voilà Netanyahou qui dit qu'il faut détruire à Gaza. C'est ce qu'il a dit. Mais quand c'est le Congo, le grand Congo, on massacre nos enfants, on nord de là-bas, on dit non, il faut négocier. C'est ce que tu vas dire que ce n'est pas la même chose. Mais c'est la même chose. C'est un chef d'État qui parle. Le premier ministre Netanyahou, c'est un chef d'État. Et voilà, c'est le président Donald Trump. Et tu as dit aussi qu'au niveau du Panama, que le secrétaire général a dit qu'il va récupérer le Panama. Que tu ne vois pas qui va l'empêcher. Quand André Kissefanga dit que non, que le Congo n'a qu'à prendre le Rwanda, vous avez dit non, qu'on ne peut pas faire ça. Mais il faut faire la guerre. Le moment qu'on fait la guerre, c'est la force. Netanyahou a dit ça, à mon deux visions, qu'ils vont rien avec la force pour mettre l'ordre avec la force. Au Congo, pourquoi pas le président congolais peut pas utiliser la force pour détruire ceux qui détruisent le Congo. Non, ça fait mal. Vous voyez, c'est deux choses qui se contradisent. Merci beaucoup et bonne émission à toi. Merci à vous. Bonne émission également à vous. Merci pour votre contribution ce soir une fois de plus. Au standard, un autre appelant nous rejoint. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Alors, on fait quoi à la réalisation? On le prend, ce téléspectateur, ou pas? Prenons celui qui est prêt. Nous n'avons plus suffisamment de temps. On prend celui qui est prêt. Au standard, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, For You Media. Nous vous disons bonsoir. Nous disons bonsoir à le doyen, M. Bafindon. Tous vos invités, nous vous remercions pour le bonheur que vous apportez à l'humanité tout entière. Je vous appelle depuis le Niger. Donc, par rapport effectivement, comme disait le doyen, et le Nigeria, qui nous crée plus de problèmes que du bien, nous pensons que il est temps maintenant, et le Cameroun, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso ainsi que le Mali, parce que quand le démon ne comprend pas la langue du démon, il faut passer aux actions sérieuses, parce que M. Tchounoubou n'est pas dans la miséricorde de savoir que nous pouvons trouver la solution à nos problèmes. Ce monsieur, il a décidé de vendre le Grand Nigeria, à n'y apporter aucun bonheur pour le peuple nigérien, ainsi que le peuple l'AS. Donc nous pensons que c'est de renforcer la coopération entre le Cameroun ainsi que le Niger, le Mali et le Burkina pour que nous puissions mettre des forces qui vont permettre à ces nations, effectivement, de pouvoir résoudre ces problèmes. Allô?
Donc, comme nous disions, nous pensons que le Cameroun ainsi que le Niger se sont censés mettre une coopération directe parce que M. Tinubu a décidé de travailler avec les Occidentaux à nous mettre en mal parce qu'il n'a aucune pensée naturelle pour le peuple noir. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il a eu de toute sa vie dans la mafia directe. Donc, il faut traiter les mafias comme ça doit s'être fait traiter. Nous n'avons plus rien à cirer et nous n'attendons rien de ces hommes-là parce qu'ils ont décidé d'effacer le peuple noir. Nous n'allons pas accepter et attendre que le pur nous arrive par rapport à ce que nous vivons déjà. C'est franchement de trouver tous les moyens possibles pour que le Nigeria aussi puisse savoir que nous sommes fatigués, effectivement, du fait qu'ils aubergent les terroristes sur le territoire aussi gigantesque que le territoire nigérien et qui passent le temps à nous attaquer. Ils sont armés là-bas au Nigeria, nous le savons. Nous le savons, ce n'est plus un secret pour personne. M. Abdourahmane Tchani nous avait rappelé la dernière fois. Le Niger et le Nigeria partagent une frontière aussi longue ainsi que le Cameroun. Donc nous savons ce qui se passe à l'intérieur du Nigeria. C'est de permettre, au fait, nous pensons l'indépendance de Biafra va permettre effectivement de mettre ces terroristes-là hors tas de nuit. Parce que s'ils continuent à garder le grand Nigeria qui ne peut pas gérer, peut-être que quand on va donner un peu la liberté aux autres, ça va permettre de diminuer un peu ce mal qu'on n'arrive pas à endiguer au niveau du Nigeria. On est fatigué. Ces grands pays avec autant de richesses, vous savez que le Niger a plus d'électricité que le Nigeria. Le Niger a plus d'électricité que le Nigeria. Pour passer un coup de téléphone au Nigeria, tu vas faire 1 heure de temps, tu n'as pas de réseau. Ce pays est vraiment dans une perdition totale. C'est grave ce qui se passe au Nigeria. Franchement, les Africains doivent se lever comme un seul homme, aider nos frères du Nigeria pour mettre à état de nuit ce monsieur qu'on appelle Tinubu et toute sa bande. On ne peut pas rester à attendre que ces gars-là vont continuer effectivement à nous poser plus de tort. Il est temps que nous nous mettons ensemble, les peuples africains, le Cameroun, le Niger, le Mali, le Burkina. Nous subissons tous le même affre de ce pays. Mais mettons-nous ensemble pour effectivement empêcher ces politiciens de continuer à s'aimer. Parce que là, on ne peut plus s'en sortir dans ces conditions-là. Donc, vraiment, nous vous remercions à Foyu Média qui nous permettent effectivement d'avoir souvent l'antenne pour nous exprimer le peu de contributions que nous pouvons apporter. Merci encore pour le bonheur que vous nous apportez et bonsoir à vous. Merci. Elles sont loin d'être modestes, vos contributions. Merci à vous. Un autre appelant nous rejoint. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, donc, merci. Vous faites vraiment, c'est-à-dire l'essentiel pour le Camerounais, pour l'Afrique. C'est-à-dire, vous nous donnez espoir. Je vais réagir surtout par rapport à la situation, c'est-à-dire du président nigérian. Vous devez comprendre que ce monsieur, lui, il n'est pas là ni pour le Nigeria, ni pour l'Afrique. Il œuvre pour son propre business parce que là, vous les panélistes, les intervenants au téléphone, tout le monde l'a dit, hein, ce monsieur a vendu l'Afrique. Parce que quand vous voyez, c'est-à-dire la position, c'est-à-dire Boko Haram, c'est juste une petite partie du Nigeria qui a été vendue à la France. Il va en France juste pour, c'est-à-dire, se faire beau, hein, juste pour se faire de l'argent. Et entre-temps, c'est-à-dire les Africains périssent. Le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso et autres, c'est-à-dire subissent les affres, c'est-à-dire de Boko Haram sous ces regards. Alors, les Africains doivent se lever tous, ensemble, combattre non seulement, c'est-à-dire ce monsieur, mais la France qui fournit les armes, qui fournissent des moyens colossaux, c'est-à-dire pour détruire, c'est-à-dire cette partie de l'Afrique. Alors, merci aux deux panélistes qui sont là, c'est-à-dire qui ont fait des analyses objectives, et également à la dame, je ne connais pas bien son nom, qui a essayé d'expliquer ce qui se passe au Proche-Orient. Donc, force à l'Afrique, force à ceux-là qui pensent que nous pouvons changer les choses. Alors, un seul président, c'est vrai, c'est-à-dire il est le président de la plus grande nation, c'est-à-dire en Afrique,
s'il faut voir en termes, c'est-à-dire de population, il ne peut pas, c'est-à-dire voilà, pouvoir détruire toute l'Afrique. Donc nous pensons que avec l'Union, l'AES aujourd'hui a pris, c'est-à-dire a pris ses décisions. Le Tchad aujourd'hui, avec la France qu'on a mis dehors, la Centrafrique, le Cameroun aujourd'hui qui a rompu tous les accords coloniaux avec la France. Alors je pense que nous pouvons arriver à combattre, nous pouvons arriver à nous en sortir. Allez, merci et bonne soirée. Merci pour tout ce que vous faites pour les Africains. Merci. Merci. Dernier appelant avant de retrouver Linda. Allô, bonsoir, bienvenue. Allô, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, monsieur Nguyen. Moi, j'aimerais répondre à Linda là, Paris. Elle avait une publicité sur Afrique Média. Le jour où on va chasser la France, vous allez voir le vrai visage des Américains. Elle avait précis cela. Et cela est en train de faire. Les gens ont passé le temps à la combattre, à dire ceci, à dire cela. Là, voilà, elle avait même prédit sur le Sénégal. Ça ne sert à rien d'enlever la France pour vous amener la peste. Voilà que le Sénégal est en train de construire une base, d'accepter qu'on construise une base américaine là-bas, chez eux. Vraiment, bravo à cette femme prophétique. Elle a les yeux prophétiques. Elle voit et elle annonce. Et les gens passent le temps à la combattre. Parce qu'elle dit des vérités. Des vérités qui font mal aux Africains. Et les gens ne veulent pas écouter la vérité. Regardez les informations qu'elle donne. Ces informations font peur. Si la CIA et tout ça écoute ça, on peut même la tuer. Elle a des informations qui font peur. Elle fait le journalisme d'investigation. Tout les Américains. Donc, franchement, moi j'aimerais vraiment la féliciter pour sa perspicacité. La façon dont elle traite les thèmes. Et je lui dis bravo, maman. Et la vérité. Et moi maintenant, je dis à notre doyen que l'Afrique centrale et tout ça, ce sont des gens qui sont à la solde de la franc-maçonnerie, des sectes instaurés par les Américains. Donc, Christophe Saga avait dit, tant que vous ne passez pas la franc-maçonnerie du franc CFA, vous perdez votre temps. Il a dit, donc, s'ils n'ont pas le courage, c'est assez à nous toujours voir. Donc, s'ils n'ont pas le courage de prendre Appelant de cette émission, est-ce que monsieur au niveau de la réalisation, avançons rapidement, prenons le dernier, je pense que ce sera monsieur Peter qui nous rejoint également et qui voudrait réagir sur les thématiques. Bonsoir à vous Peter. Oui, excusez-moi, j'ai dû garer la voiture pour vous appeler parce que le thème m'a intéressé. J'ai suivi ça depuis le volant. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous devez comprendre que M. Donald Trump est en train de faire du poker menteur partout. Ce n'est pas seulement qu'en Afrique. Il fait du poker menteur parce que là, on me fait savoir que ce n'est même pas seulement la bande de Gaza dont il prétend prendre, mais c'est qu'il a son aide qui a participé à sa campagne présidentielle, qui s'est proposé de racheter le Nord Stream 2. Donc, vous voyez un peu dans quelle situation nous sommes. Ça veut dire que si les gens tremblent parce que c'est les États-Unis d'Amérique, ils vont fléchir les genoux et se mettre en bas d'un maître qui n'a même plus rien du tout. Parce qu'en réalité, la Chine a envoyé une riposte de 15% de taxes sur toutes les marchandises américaines qui doivent rentrer là-bas. Donc, du coup, ils ont le dos au mur.
C'est à nous maintenant de montrer que nous sommes africains, que nous avons les capacités, ce dont eux-mêmes ils ont besoin, pour ne pas tomber dans le pas de fer ou bien dans le chantage. Sinon, autrement, nous allons faiblir et puis être toujours écrasés. Parce qu'aujourd'hui, ils ont pris conscience que les Africains sont éveillés. Donc, il faut utiliser la force du chantage, même si il est virtuel. Donc, pour moi, je pense que les dirigeants africains doivent prendre des mesures assez draconiques, sachant que l'Occident dépend d'eux et que ce n'est pas eux qui doivent baisser les Chines, mais c'est eux plutôt qui doivent nous supplier. Dans le cas contraire, nous allons rester encore pendant 100 ans sous une domination occidentale. Je m'arrête ici. Thank you so much. Bye. Merci à vous, Monsieur Peter. Alors, pour sortir de l'émission, doyen, pour conclure, qu'est-ce qu'on dit aux Africains qui nous suivent? D'abord qu'il ne faut pas qu'on traite d'un revers de la main, ça descend beaucoup d'intérêt, ce qui se passe sur le plan international. Oui. Ce qui se passe sur le plan international conditionne l'analyse que nous devons faire de manière plus pointue sur des questions, j'allais dire, continentales, régionales et même sous-régionales. Et voir et bien analyser les déplacements des plaques tectoniques, n'est-ce pas, au niveau de notre continent et ajuster justement notre réflexion pour mieux pouvoir donner de l'espoir, n'est-ce pas, pour notre jeunesse demain. L'Afrique est obligée, elle est dans l'obligation d'aller dans des réflexions qui vont permettre à notre continent d'avoir des entités un peu plus rigides, un peu plus opérationnelles sur le plan de la défense de nos intérêts. Et cela passe par l'acceptation de chacun de nous de mettre un peu d'eau dans son vin. Oui. On ne peut pas continuer avec ce que nous avons là comme structure, comme réalité territoriale, comme réalité culturelle, de nous dire on va rester là, d'autant plus que ces réalités n'ont pas été construites par nous, mais ont été construites par les autres. C'est les autres qui nous ont imposé ces réalités. On ne peut pas rester dans ces réalités-là en oubliant que le monde, lui, il est en train de subir des chamboulements incroyables. Ce que fait Donald Trump, il y a une partie de bluff, je suis d'accord, mais il y a une partie de ce qu'ils vont faire. Ils vont le faire parce qu'ils ont vu, avec la guerre que l'OTAN a lancée contre la Russie pour l'affaiblir, pour pouvoir s'attaquer avec beaucoup plus de facilité à la Chine après, qu'ils ont perdu la guerre. Mais pourquoi ils ont perdu la guerre? Ils ont perdu la guerre parce que, sur le plan de la science, de la technique et de la technologie, ils ont été largués. Ça se voit. J'ai donné le classement, je vais vous le donner prochainement encore, de la production du nombre d'ingénieurs par an, par pays. La Chine est premier avec près de 5 millions d'ingénieurs par an. Le deuxième, c'est la Russie. Et il y a un décrochage et des États-Unis et des pays européens quant à la formation des ingénieurs de haut niveau, premièrement. Deuxièmement, sur le plan économique, tout ce que Donald Trump essaie de faire là, avec les taxes douanières qu'il est en train de tenter de lever, mais c'est pour tenter de rattraper la Chine qui a déjà pris le large. Même si la Chine... Elle est la manufacture du monde aujourd'hui, on ne peut rien. Donc voilà les réalités. Donc au niveau de l'Afrique, nous avons l'habitude de dire nous sommes riches parce que nous avons des minéraux, nous avons l'or, nous avons le thym, nous avons le lithium, nous avons le cobalt, tout ça. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de les avoir dans ta poche ou bien dans le sous-sol. Il faut être capable de les transformer. Il faut être capable de créer des marchés endogènes assez robustes pour pouvoir, en cas de conflit même, avec le monde, le conflit peut être économique, n'est pas calmé, d'avoir un marché interne qui va quand même faire fonctionner, faire tourner les machines sur le plan industriel dont nous serons obligés de mettre sur place. Mais surtout, il faut qu'on redéfinisse complètement, n'est-ce pas, le mode d'acquisition de ce que nous avons besoin comme technique et technologie pour que nous soyons nous-mêmes capables de créer, de former des ingénieurs qui vont transformer localement ce que nous produisons, que ce soit au niveau de notre sous-sol, que ce soit au niveau de notre sol. Mais surtout, il faut qu'on se réapproprie vraiment de notre mémoire historique. La question de notre mémoire historique manque beaucoup
Elle manque beaucoup et elle est à l'origine de certains égarements, de certaines décisions que nous prenons qui ne sont pas souvent dans le sens des intérêts de notre continent. Et nos dirigeants, je vous ai montré quelques photos. On voit par exemple le 10 mars 2020, le président Tshisekedi qui a invité au congrès de l'IPAD, n'est-ce pas, aux États-Unis, écouter son discours, écouter les promesses qu'il a faites, n'est-ce pas, à ce grand congrès des Juifs américains, pour comprendre que nous avons quand même des élites qui sont très inquiétants du point de vue de leur vision, de leur analyse, de leur intelligence, de leur capacité à être aux affaires pour des pays aussi énormes et importants que le Congo. Et nous savons très bien qu'il n'y aura pas de décollage en Afrique centrale sans un Congo vraiment debout, n'est-ce pas, allant de l'avant comme les Lumba ont tenté de le faire. Et c'est ça la difficulté de l'Afrique aujourd'hui. Merci à vos patients Parfendo. Merci à Linda Larbaoui, Henri Atangana, les invités de cette émission de Point sur l'actualité, édition du 6 février 2025. Merci à nos nombreux téléspectateurs et auditeurs. Portez-vous bien.